quelle que soit la faute qu'ils aient commise, je les libère. D'abord pour ceux qui n'ont pas eu du sang entre les mains, amnistie totale, mais pour les autres dans une deuxième phase. Parce qu'il faudrait que les Camerounais sachent exactement qui a fait quoi. Non pas parce qu'on va les condamner, mais il faudrait qu'on leur donne la possibilité de se repentir. Ah oui, c'est ça. Écoutez très bien. Allons sur des questions qui concernent votre programme politique, notamment la crise sécuritaire. Ces 48 heures, le constat a été levé à Bamenda et à Buea. Des lettres circulent à ce propos. Des personnes qui se réclament de l'état d'Ambazonie vous accordent leur sympathie et vous accordent aussi la présomption de la bonne foi politique pour régler définitivement la crise anglophone. Parlons-en, monsieur le ministre. Votre programme promet la paix. En tant qu'homme d'État, quelle est la seule et unique concession politique ou constitutionnelle que vous êtes prêt à faire pour que les séparatistes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest déposent les armes? Pour qu'ils déposent les armes, il faut d'abord leur donner la possibilité de s'exprimer. Les pères fondateurs nous ont légué un héritage. Le Cameroun tel que nous l'avons connu, la forme du gouvernement étant le fédéralisme. À la naissance de notre État, nous sommes partis par le fédéralisme. Ensuite, chemin faisant, il s'est avéré que la gouvernance de la fédération avait un coût que notre économie ne pouvait pas supporter. Il y avait énormément de problèmes. Il y a un gouvernement fédéral et puis des États fédérés. Ça a un coût exorbitant que notre économie à cette époque-là ne pouvait pas supporter. C'est donc pour cette raison probablement que le président de la République en son temps, de concert avec ses collaborateurs et avec ses partenaires politiques, ils ont convenu qu'en l'état, notre nation ne pouvant pas supporter, il était question donc de comprimer, de faire disparaître les coûts exorbitants qui dépendaient donc de la fédération. Donc à ce moment précis, on est parti donc du fédéralisme pour venir vers l'État unitaire, aujourd'hui la République. Maintenant, vous me posez la question s'agissant donc des sécessionnistes et autres. J'ai dit aujourd'hui, rien n'est figé dans l'existence. La seule chose qui ne change jamais de toute l'existence, c'est que tout change. Nos compatriotes ne se sentaient plus à l'aise dans notre nation. Ils se sentaient frustrés, marginalisés. Et à cet effet, le manque de dialogue, le manque d'ouverture d'esprit et de concertation les a amenés donc non seulement à préconiser, vous savez, dès le mois d'octobre, enfin, vous avez la possibilité de constater que tous les premiers octobre de tous les ans, oui, les séparatistes manifestaient d'une manière clandestine. Puisqu'ils étaient combattus, le principe existait et ils partaient du principe qu'ils ont été floués lors de la constitution des termes référendaires. Vous savez, pour vos auditeurs et téléspectateurs éventuellement, le Cameroun, au lendemain de l'indépendance, plutôt au lendemain de la défaite de l'Allemagne, le Cameroun a été placé sous la tutelle de deux nations européennes. Une partie par la France et l'autre partie par la Grande-Bretagne. Lorsque notre nation a accédé d'abord, la partie sous la dépendance de la France a accédé à l'indépendance. Ok, il n'y a pas de souci, c'est l'indépendance qui nous a été accordée par la France, dans les conditions que nous connaissons. Je saisis cette opportunité pour rendre hommage aux pères fondateurs pour qui la dépendance était inacceptable et ont fait recours aux armes pour bouter hors de nos frontières les colons. Ils ont sacrifié de leur sang, de leur famille pour cela. Chaque fois que j'ai l'opportunité, leur rendre hommage est quelque chose de très important. Maintenant, la deuxième partie, qui avait la possibilité de choisir entre le Nigeria et le Cameroun. Les Nations Unies qui en administraient cette partie avaient donc soumis au référendum la partie qui était gouvernée par les Britanniques, le Cameroun, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Mais il se trouve qu'on ne leur a jamais demandé la possibilité d'exister en tant que tel. On leur a simplement demandé de choisir, de se rattacher ou au Cameroun ou au Nigeria. La partie nord de cette partie a choisi, bon, dans des conditions pas claires, la partie du nord a choisi de rester avec le Nigeria, tandis que la partie sud a choisi donc de rester avec le Cameroun. Donc déjà à ce point, il y a un malentendu, sinon une démarche conflictuelle. Les sécessionnistes disent qu'ils ont été floués. Ils ont été floués parce qu'on ne leur a jamais demandé s'ils acceptaient de constituer un État. Pour les Britanniques, pour les Français, pour les Nations Unies, cet État ne pouvait pas être viable. C'est pour cette raison qu'on ne leur a pas demandé la possibilité de constituer leur État. Okay? Donc, le référendum a été organisé. L'immense majorité de ceux donc, du Sud avaient choisi donc de rester. Mais sur la base, sur une base acceptée par les uns et les autres. Donc, le fédéralisme avec des concessions mutuelles, le bilinguisme et tout ce qui va avec. Voyez-vous? Donc, à partir de ce moment-là, tous ceux qui n'étaient pas d'accord, tous ceux qui ont été frustrés de la troisième possibilité, Cameroun, pas Cameroun, constitution de leur État, tous ceux qui n'ont pas eu cette troisième possibilité n'ont jamais validé ce référendum-là.
ils disent donc il faut absolument qu'ils aient leur État, et cet État, il l'appelait donc l'Amazonie. Ok? Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, de manière diagonale, la lecture que je pourrais donner, et ce qui a été donc la cause. Je disais donc tous les 1er octobre, les sécessionnistes manifestaient clandestinement. Donc vous connaissez les événements qui ont provoqué donc le déclenchement de la contestation, de la protestation, et ils ont donc saisi cette opportunité pour exiger maintenant l'indépendance de ce qu'ils ont appelé l'Amazonie. Le nord-ouest et le sud-ouest devaient constituer donc leur État. Et c'est là en raison des frustrations. Il faut dire qu'il y a eu des manquements, des frustrations, des marginalisations. Et le grand dialogue national n'a pas été la solution, monsieur le ministre? Le grand dialogue n'a pas été la solution puisqu'ils n'ont pas déposé les armes. Ils n'ont pas déposé les armes, ça veut donc simplement dire que toutes les conditions, tout ce qu'ils en attendaient, n'a pas été mis à leur disposition. C'est donc pour cette raison qu'ils continuent, ils ont continué et continuent encore à manifester. Tout à l'heure, vous avez dit les Amazoniens ont décidé de me soutenir et qu'ils ont accordé une trêve de 3 jours, donc d'autres disent une semaine. Oui, parce que dans mon programme, je préconise le retour au fédéralisme. Et vous allez procéder comment? Est-ce que ça sera par référendum, justement? Attendez. Non seulement le retour au fédéralisme, je libère tous les prisonniers politiques. Quelle que soit la faute qu'ils aient commise, je les libère. D'abord pour ceux qui n'ont pas eu du sang entre les mains. Amnistie totale, mais pour les autres dans une deuxième phase. Parce qu'il faudrait que les Camerounais sachent exactement qui a fait quoi. Non pas parce qu'on va les condamner, mais il faudrait qu'on leur donne la possibilité de se repentir, de présenter des excuses, de demander pardon à la nation. Et en ce moment-là, le chef de l'État, disposant donc de pouvoirs discrétionnaires dans ce domaine-là, leur accordera également l'amnistie. Donc, la différence que j'ai avec les autres, c'est que, je préconise donc le fédéralisme. La première année, il faut absolument qu'on y pense. La forme de l'État dépend naturellement de l'écosystème, de l'environnement, des frustrations dont les uns et les autres font l'objet. Alors, je mettrai donc en place immédiatement une expertise qui va nous suggérer la forme viable de l'État fédéral, la forme viable économiquement, humainement. Donc on me mettra, ces experts, ce sera des juristes, ce sera des historiens, des politiciens, et puis la classe politique. C'est tout ce beau monde-là que je mettrai donc autour d'une table pour que de manière ouverte, que les uns et les autres puissent s'exprimer. Une fois donc qu'on aura dégagé la synthèse, la forme de l'État, en ce moment-là, on dira... ce sujet, peut-être avant d'arriver sur le sujet de la diaspora, il y a un autre pan, M. Issati Roma Bakari, qui vous tient à cœur, c'est celui de la lutte contre Boko Haram. Il y a toujours des exactions dans la partie septentrionale de nos pays. La stratégie actuelle contre Boko Haram est essentiellement militaire. Quelles mesures socio-économiques inédites ou même encore ciblées proposerez-vous pour démanteler la base de recrutement de Boko Haram dans la région du lac Tchad? Pas seulement dans la région du lac Tchad. À l'extrême nord, Dieu merci, jusqu'à date, le nord a été épargné. Lorsque une communauté, un peuple est frustré, marginalisé, mis à marge, vous savez, ça crée des frustrations, ça crée des mécontentements, ça crée des révoltes, à telle enseigne que Boko Haram prospère parce qu'il y a justement ces frustrations. C'est parce qu'il y a ces dénis de droit, en particulier à l'extrême nord. Aujourd'hui, la pauvreté, la misère qu'il y a dans la partie septentrionale, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut aller sur place. Il faut aller sur place pour voir ce dont souffrent ces populations. L'extrême nord en particulier, puis le nord un peu moins l'Adamawa. Donc Boko Haram prospère là où il y a la souffrance, les dénis de droit et la misère. Maintenant, pour régler ce problème, la jeunesse, par exemple, il faut absolument donner du métier, il faut donner de l'emploi à ceux qui n'en ont pas aujourd'hui. Ils n'en ont pas aujourd'hui, comme je dis, simplement parce que écoutez, un charpentier, un soudeur, un étanchéiste, il ne passe jamais la nuit le ventre vide. Mais ayez votre doctorat, quelle que soit la discipline. Vous avez un doctorat en histoire, en géographie, lettres modernes, lettres classiques et même en économie. Vous allez travailler chez qui? Avec un CAP, les gens qui ont le CAP dans le domaine du développement de notre économie, ils ne dorment jamais le ventre vide. Alors Boko Haram prospère parce que la jeunesse de ces endroits-là, par dépit, faute de mieux, ils vont vers Boko Haram qui leur propose au moins quelque chose. Pour régler donc ce problème, il faut absolument des investissements colossaux, il faut absolument former les jeunes, leur donner des métiers qui leur permettent soit de s'installer en auto-emploi ou alors de servir dans des entreprises. C'est urgent, c'est indispensable. Par exemple, ce que, d'entrée de jeu, ce que nous allons exiger, c'est que toutes les richesses du sous-sol soient la propriété de l'État. Toutes les richesses de sous-sol. De cet État-là? De la nation. La nation camerounaise. De la nation camerounaise. Toutes les richesses du sous-sol, toutes les richesses minérales, ça appartient à l'État. Disons, ça appartient à la nation. À la nation, oui. Okay? Oui. Maintenant, quant aux privilèges à accorder aux uns et aux autres en raison de leur présence sur le terroir, voyez-vous, et de la dégradation de l'environnement,
des privilèges doivent leur être accordés. C'est-à-dire, on va leur accorder du revenu de l'exploitation, on pourra leur accorder 5%, 10%, 15% en fonction de la dégradation de l'environnement, de la lutte contre la pollution et des dommages qu'ils auront subis. Mais pour ce qui est donc de ces richesses-là, il faudrait absolument que ce soit les richesses qui appartiennent à la nation, à l'État, et l'État ayant donc la responsabilité de gouverner de manière équitable. Ce n'est pas ce qui est fait maintenant, monsieur le ministre? Ah non, pas du tout, c'est pas ce qui est fait. C'est pas du tout ce qui est fait en ce moment. Écoutez, je prends l'exemple de nos richesses à l'Est. Aujourd'hui, une bonne partie, disons que notre richesse est en train d'être pillée par des étrangers. J'ai eu l'opportunité de me rendre à l'Est, à Bertoua, à Batouri, un peu partout. Dans le cadre de ma responsabilité de ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, vous savez que l'État, j'ai réussi donc à faire passer la loi qui met à contribution tous les étrangers, quels qu'ils soient, les mettre à contribution pour la construction des centres de formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers de Camerounais qui ne travaillent pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas été formés. Et les diplômes dont ils sont détenteurs aujourd'hui ne satisfont pas les attentes du secteur de production. C'est donc pour cette raison, dès lors que l'étranger travaille à la place du Camerounais, il faut donc qu'il donne plus de 2 mois de son salaire avec certains avantages. Alors cet argent, je collectais cet argent. L'année dernière, par exemple, j'avais réussi à collecter près de 15 milliards, 14 milliards, 15 milliards partis de zéro. J'ai collecté 15 milliards. Cette année-ci d'aventure, j'étais resté au gouvernement. On avait placé la barre jusqu'à 20 milliards. Le problème donc de notre économie, et c'est ça le drame, le problème de notre système éducatif, notre système éducatif, il est mauvais. Il faut le réformer. Il est mauvais parce qu'aujourd'hui, une nation comme la nôtre, qui doit se développer, qui vise l'émergence, n'a pas la main-d'œuvre qualifiée pour faire ce travail. Nous avons des centaines de milliers de jeunes Camerounais avec des masters. Un master ne crée pas de la richesse. Notre économie a formé d'excellents gestionnaires de la richesse. Mais nous n'avons pas formé les créateurs de la richesse, ceux qui fabriquent la richesse. Le problème du Cameroun, c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, dès mon arrivée à la présidence, les États généraux de l'éducation, il faudrait placer la formation technique et professionnelle sur un piédestal. Toutes les nations aujourd'hui qui gouvernent le monde, c'est pas l'enseignement général, c'est l'enseignement technique et professionnel, l'enseignement technologique et professionnel. Donc, dès mon arrivée, il faut absolument les États généraux de l'éducation qu'on construise et qu'on place la formation technique et professionnelle sur un piédestal au même titre que les autres ordres. C'est-à-dire, vous avez l'ordre de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, et il faudrait qu'il y ait également un ordre tout aussi important, sinon plus, en raison du retard qui est le nôtre, l'enseignement technique et professionnel. Il faudrait que l'enseignement technique et professionnel soit, comment dirais-je, valorisé. Pendant longtemps de l'indépendance jusqu'à présent, l'État n'a pas construit un seul centre de formation professionnelle digne de ce nom. Il y a ce qu'on appelle le SAR-SM. Vous connaissez le SAR-SM? Bien sûr. Alors, accordez-moi une seconde, parce que votre radio est une radio très, très, très suivie. Il faudrait que les parents comprennent une chose. Tout ce que vous avez dans votre maison, quel que soit ce que vous avez, il n'y a pas un master qui a contribué à sa construction. Tous les habits que nous portons ici, radio et télévision que nous avons, ce n'est pas l'enseignement général qui a construit ça. C'est l'enseignement technique et professionnel. L'enseignement technique et professionnel qui repose sur la science et autres. Donc ça, c'est très important. J'ai dit, dès que j'arrive, il faut absolument valoriser l'enseignement. Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres aujourd'hui? Pourquoi? Nous sommes pauvres aujourd'hui parce que nous ne transportons rien. Aujourd'hui, nous dépensons 3 000 milliards, 2, 3 à 4 000 milliards pour nous procurer ce que nous pouvons produire sur place. On dépense par exemple des milliards pour acheter du riz, du poisson, toutes choses que nous pouvons produire. Ça veut simplement dire où la cécité politique ou la faiblesse de leadership. Le jour où j'ai dit la chose suivante, que le master ne produise rien, il faut absolument, vous les parents, je vous demande de ne plus envoyer vos enfants faire des masters et autres. Il y a une levée de bouclier. Il y a une levée de bouclier. Tiroma doit démissionner. Maintenant, évidemment, j'ai démissionné. Je pense que ça leur fera plaisir. Une levée de bouclier. Oui, Tiroma exagère, machin. Aujourd'hui, on parle de la professionnalisation de l'université. Aujourd'hui, on parle de l'étudiant entrepreneur. Simplement parce que, et je dois le reconnaître au Premier ministre, M. John Gouté, lors de conseil de cabinet, je martelais en permanence. Nous allons dans le mur. Nous ne produisons absolument rien du tout. Il faut valoriser la formation professionnelle. C'est à partir de ce moment-là, il y a 3 ans. Donc, on a pris aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire. Alors, je dis que nous sommes pauvres parce que nous ne créons pas de richesses. Toutes les richesses du sous-sol là, nous les exportons et nous importons le produit fini avec l'inflation et tout ce que ça compte. Donc notre pauvreté procède de la cécité, de l'incompréhension ou alors de l'égoïsme de ceux qui sont au pouvoir. Vous savez, moi, président de la République, les ingénieurs, je vous assure que je les mettrai un peu partout. Parce qu'il faut qu'on crée de la richesse. Aujourd'hui, je ne sais pas où se trouve notre balance, c'est pas la balance économique. Non. Les exportations, importations, exportations. Non, pas du tout. Vous savez, la monnaie, oui. Lorsque vous présentez un billet de 1000 francs ou même 5000, il est valable parce qu'il y a l'équivalent or.
de ces 5 000 là qui se trouvent quelque part dans notre banque. Je vous donne 500 francs. Avec 500 francs, vous avez le droit d'aller à la banque centrale pour demander qu'on vous donne l'équivalent hors des 500 francs que vous donnez. Or, aujourd'hui, notre réserve d'échange, voilà, le terme que je cherchais, notre réserve d'échange n'autorise pas aujourd'hui si vous allez à l'étranger. On ne vous permet pas de dépenser comme vous voulez. Pourquoi? Parce que notre monnaie risque d'être un simple papier. S'il n'y a pas équivalent d'or de l'argent que vous dépensez, votre monnaie ne représente rien. Et aujourd'hui, notre économie respire en raison de l'assistance respiratoire financière des institutions internationales partenaires. Le Fonds monétaire, la BAD, l'AFD, et ainsi de suite. Voyez-vous? Donc voilà les difficultés, nos difficultés financières. Notre pauvreté s'explique par notre incapacité à créer de la richesse exportable, de la richesse vendable. Parce que si nous vendons du riz, par exemple, même au Sénégal, non, disons que là encore c'est un peu le CFA, mais nous vendons par exemple au Nigeria. C'est des devises que le Nigeria doit nous donner pour que, en contrepartie de la richesse que nous allons vendre. Donc, parce que nous ne créons pas de la richesse, nous n'avons pas de la réserve. Notre réserve d'échange, qui doit avoir des dollars, de l'or et tout ce que vous voulez, cette réserve-là, chaque fois que nous achetons quelque chose à l'extérieur, cette réserve diminue. Et la valeur de notre monnaie aussi diminue. À un moment donné, s'il n'y a pas suffisamment de réserve, alors on va dévaluer notre monnaie. Donc pour éviter ça, il faut créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut la formation professionnelle. Donc vous comprenez donc le cycle. Vous avez dit qu'on mettrait des ingénieurs partout. D'ailleurs, du temps où il était ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il avait eu justement à dénoncer ce fait-là en demandant aux parents de renvoyer leurs enfants faire des études techniques plutôt que l'enseignement général. Il avait d'ailleurs réveillé ressuscité entre guillemets beaucoup de centres de formation ici à Douala d'ailleurs. On l'avait vu à JFN évidemment. Yes, good morning Mr. Benissa. You're welcome. Welcome back from the Northwest and Southwest region, Boyan Bamenda, to be more precise, where you had to brave the odds to campaign. And I have this question. I want to find out. You apologize to the Anglophone community. Now, does your apology to the Anglophone community indicate that you regret the statements or some of your actions as Minister of Communication and the impact that it had on the population? Because some critics say you are doing so, you're apologizing because you need their vote. Not at all. Not at all. Even if I was not running for the presidency, somewhere I don't feel comfortable. The time when I issue such a statement, I am the spokesperson of the government. My voice, my point of view has to disappear. I have to convey and to dispatch the message that comes from the Prime Minister's office, the presidency, or the office of any ministry where the minister is on the limelight. So this has to be brought to the knowledge of each and everyone. If I were, I was still Minister of Communication, no doubt I would continue in the same venue. Now that I am no longer Minister of Employment and Vocational Training, I have a feeling that my speech, not mine, the government speech, because the government used my voice to give its opinion about what has taken place in order to avoid the distortion of the fact. So now that I am no longer a member of the government, my responsibility will consist of enlightening. I have to enlighten people to let them know the reason why I said what I said. But what I did was wrong. I admitted it, and I said that I apologize because, as I said, when the stake of the game is the protection of the government, when the vessel is on the threat of sinking, my responsibility, even though the situation is black, I have to do whatever I can in order to convince you that it is white, not black, as I know it is. But this, as in my capacity as a minister, this is my responsibility. Let them understand this. Even I don't ask them to vote for me, but I apologize. If they are willing to vote for me, I will be very much delighted and pleased. But what I did what is right. This is not the first time I apologize. When I was transferred from the Minister of Communication to Minister of Employment and Vocational Training, I took the floor and I apologized. I did this, I said this at this time on behalf of the government, not on behalf of the minister. Please understand what I said. I took the floor, I gathered journalists, I shared with them the information. Now depend on you to say Minister Chiroma is a liar or is telling the truth. This belongs to you journalists. Mine is to say the fact as the government
wants me to do. You talked about granting amnesty to some separatist leaders in prison if you are voted president. Now, what is the relationship between you and some of these separatists, especially those out of the country, those that have been fanning violence in the northwest and southwest regions? I heard some comments. that you said you are friends with Chris Anu. Yes, how is that? I said it because when I was a minister of communication spokesperson of government, all of them have issued death threat. They condemned me to be assassinated, to be killed. All of them. Chris Anu was among those who. I keep contact with them whenever this was necessary. They are not enemy. You understand? They are not my enemy. They are the enemy of the state because they wanted to break they wanted to break into pieces our nation. They wanted to take away northwest and southwest. They wanted to break the continuity of our frontier. It is unacceptable today. It is always unacceptable. The reason why I say that we have to put in place an occasion that will bring together all the actors, including those who are jailed today. It is purposeless. If to free them, to grant them amnesty will help us solve this problem, I'm going to consent this, and I will enable them to come to sit round table and to say, we were frustrated, we were this and that, and we do not accept it. Okay, we will see together how to mend it, how to revamp what has been broken. This is our responsibility as a politician. The head of state has a discretionary power to pardon. Okay, I will use this leverage to pardon them because where they are in the foreign countries, they are contributing to build those nations. We need them to come back here at home. Intellectually and financially, they are very much useful. They are very much important. The reason why I say, okay, let us address this issue. Let us solve this problem, and it is possible to be solved. 20% of our economy is deprived of all the resources that used to come from the northwest and southwest. 20% of this. This is wrong. It is wrong. And this nation belongs to all of us. Nobody can claim to be, this is my private thing, this is my private property. Not at all. We are equal shareholders of this nation. Let us never lose this in mind. Let us keep in mind and be humble in order to listen to the other, to understand what are the grievances, what are the problems against the government, or then round table, we have to strategize it. We have to come together in order to find, through dialogue and negotiation, to find a common ground that will enable us to bring to an end this devastating war. How many lives have been suppressed? How many property have been destroyed? This is unacceptable in a nation like ours. I will invite them to join us. They will be here. This is my responsibility. As I have this discretionary power, I will grant them amnesty. And I say, let bygone be bygone, and let us move forward. Yes, Mr. Minister, after maybe parting ways with your longtime ally, Paul Biya, some Cameroonians want to, maybe you set the record straight as far as some issues, national issues are concerned. I want to take the case of the Vanessa Chachu case. On several occasions, she has called you out for you to maybe set the record straight as per what happened in 2011 when her child was stolen. Now, maybe to give an idea of what really transpired, was the child, maybe to give an idea, a detailed explanation of what really transpired during that period. I have no answer. This depends on the Minister of Health. I was a spokesperson of the government. Because on several occasions she has come out to call you out, maybe to... She's wrong. She's wrong. In which capacity would she like me to explain or to justify? In which capacity? I'm not Minister of Health. The child disappeared in a hospital. I do not manage hospital. Not at all. What has taken place, I don't know. The minister tells me this is what has happened, and these are the measures that we have taken or will be taken in order to find what has taken, what took place, and when it is known, the minister in charge of communication will take the issue to the public. Let Madame Vanessa ask her to leave me alone. I'm not the Minister of Health. You see, this is not my duty. She can call the Prime Minister, who has an overview of the functioning of the government, no problem. But in which capacity does she want me to explain? In which capacity? Do I manager of hospital? Am I the manager of Ministry of Health? Not at all. Please.